Voilà. Bonjour, alors Giordano Bruno, saison 1, épisode 3, et fin de la saison pour la même occasion. Alors, nous avions laissé Giordano Bruno en Allemagne, et puis en Suisse, il enseignait à Zurich, et puis là, il a reçu une invitation d'un patricien de Venise, Giovanni Mocenigo, qui lui demande de venir pour profiter des leçons de Bruno. Alors Bruno va donc se rendre à Venise en 1592. Alors, à ce voyage, il y a plusieurs explications. La première, c'est que Bruno a envie de se rapprocher de Padoue parce qu'il espère enseigner les mathématiques à l'université de Padoue. Une université très importante, puisque ensuite, c'est celui qui va occuper la chaire de mathématiques un temps à Padoue s'appelle tout simplement Galileo Galilei. Il y a une deuxième raison à ce voyage, c'est que Giordano Bruno n'a pas perdu l'espoir de trouver une sorte d'accord avec l'Église catholique qui lui permettrait de vivre un peu plus tranquillement, plutôt que d'être chassé d'une ville à l'autre, d'arriver, d'apprendre qu'on est hérétique et expulsé, ça finit par le lasser un petit peu. Et puis, au-delà de la recherche d'un modus vivendi avec l'Église, il y a peut-être quelque chose de plus fondamental dans ce rapprochement avec l'Église catholique de la part de Bruno, c'est une question de morale. Entre les catholiques et les protestants, pour aller vite, la grande différence, c'est de savoir qu'est-ce qui vous sauve. Pour les protestants, il n'y a que la foi qui sauve. C'est-à-dire, c'est seulement la foi en Dieu et la grâce que Dieu va nous faire qui peut nous sauver. Alors que le catholicisme, surtout depuis Thomas d'Aquin, c'était pour la position d'Augustin, mais depuis Thomas d'Aquin, le catholicisme valorise les œuvres. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, par vos propres actions, de vous sauver vous-même. Et Bruno, qui est un défenseur de la liberté, voit dans cette idée du salut par les œuvres quelque chose qui le rend malgré tout plus proche de l'Église catholique que des diverses sectes protestantes qu'il considère d'ailleurs comme des pédants et des ânes, ce sont ces termes. Voilà. Et donc Bruno va s'installer chez ce noble patricien Mocenigo en 1592, et puis là, en 2 mois de temps, eh bien, Mocenigo va écrire 3 lettres de dénonciation à l'Inquisition, et Bruno va être arrêté. Voilà. Et va commencer une longue phase qui va durer près de 8 ans, de procès, où Bruno est emprisonné, et on va lui demander d'abjurer ses opinions hérétiques. Alors la dénonciation de Mocenigo, elle concerne des dogmes catholiques. Et en particulier, Mocenigo affirme que Bruno ne reconnaît pas la transsubstantiation du Christ dans la Sainte Eucharistie. Il considère que c'est une des bêtises de l'Église catholique, alors que cette histoire de transsubstantiation est pourtant une des clés, officiellement en tout cas, des désaccords entre catholiques et protestants. Les protestants considérant que la transsubstantiation doit être prise au sens symbolique, alors que pour les catholiques, le Christ est réellement présent dans le pain qu'on mange pour la communion. Bon, alors on va pas développer sur ce point de théologie assez compliqué. En tous les cas, voilà, Bruno est dénoncé pour son manque de catholicisme orthodoxe, disons. Voilà. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que Bruno est accusé de ne pas reconnaître la Sainte Trinité. Alors ça, on en avait déjà un petit peu parlé. L'enseignement du Sarnèse et d'Averroès par l'intermédiaire du Sarnèse prédisposait peu à croire dans la Sainte Eucharistie, dans la Sainte Trinité. Et donc Bruno est accusé de ne pas croire qu'il y a 3 personnes en une seule dans la personne divine. Bon, deuxième question purement théologique. Et puis il y en a une troisième, c'est que Bruno affirme que notre monde est infini et qu'il y a une infinité de mondes comme notre monde. Voilà. Et alors, dernier point de l'accusation, c'est un point politique, puisque Bruno est accusé d'avoir soutenu Henri de Navarre, c'est-à-dire Henri IV, le futur Henri IV, donc ce roi qui avait été excommunié, qui était devenu catholique parce que Paris vaut bien une messe, mais qui avait tout de même toujours une mauvaise réputation. Donc Bruno va subir des interrogatoires dans un premier temps à Venise, interrogatoires dans lesquels Bruno va avoir une ligne de défense qui est assez simple, qui est de dire, au fond, il dit, moi je ne fais pas de théologie. La question de la religion, ce n'est pas mon affaire, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie.
Et donc, si on admet la séparation de la philosophie et de la théologie, il n'y a aucune raison que je sois en procès. Voilà. Il dit, moi, je ne m'occupe pas des dogmes catholiques, ça c'est votre affaire, hein. C'est pas la mienne, moi je m'occupe de philosophie. Alors, c'est une ligne de défense qui est intéressante, parce qu'elle aussi, elle vient en ligne droite d'Averroès. Averroès, face à ses juges, quand les islamistes de Cordoue de l'époque avaient commencé à le traîner en justice, Averroès dit non, moi je fais de la philosophie. Et il y a, dit-il, deux voies pour accéder à la vérité. Il y a la voie de la foi, qui est bonne pour tout le monde, et puis pour les savants, il y a une autre voie d'accès à la vérité qui s'appelle la raison. Voilà. Et cette doctrine de la double vérité qu'on prête à Averroès, mais qui était à peu près la sienne, eh bien Bruno l'a fait sienne. Voilà. Bon, alors, une fois cette première phase passée, eh bien, Bruno va être transféré à Rome. C'est un peu particulier parce que la République de Venise, la Sérénissime, est une république indépendante. Et donc, le pape n'a pas de juridiction sur Venise. Le pape n'a juridiction que dans les États du pape. Et donc, il faut demander l'extradition. Alors, Bruno va être extradé. Et l'Inquisition de Venise va le remettre aux mains de l'Inquisition romaine. Alors là, nous sommes arrivés au début 1593 et va commencer une deuxième phase du procès. Et puis cette deuxième phase va être mouvementée, il va y avoir des suspensions. Alors suspension, soit parce qu'on va examiner de nouveaux témoignages. Alors ça, c'est quelque chose à noter. Une partie des accusations contre Bruno n'avait pas été retenue par l'Inquisition. Pourquoi? Parce que le seul témoin, c'était Mocenigo lui-même. Et en vertu du droit romain, testis ullus, testis nullus, un seul témoin égale témoin nul, eh bien on n'avait pas retenu certaines des accusations. Par contre, là, on va trouver des gens qui ont entendu Bruno dire des horreurs, donc qui vont se manifester spontanément, et qui vont dénoncer Bruno en rajoutant de nouveaux chefs d'accusation. Voilà, ça c'est le premier aspect de ces interruptions. On commence à charger la marque de Bruno. Notamment, il y a quelqu'un qui était incarcéré avec lui, qui va témoigner contre lui, en disant que Bruno n'est pas un catholique du tout, Bruno est une sorte d'athée, Bruno n'a aucune religion, etc. Bon, donc ça, c'est pas très bon pour Bruno. Et puis alors, le procès va être interrompu pour d'autres raisons, c'est qu'entre-temps, il y a de nouveaux hérétiques qui vont être jetés dans les mêmes geôles, il va falloir s'occuper d'eux, il va falloir s'occuper notamment de Tommaso Campanella, l'auteur de La Cité du Soleil, encore une de ces mauvaises têtes de la Renaissance, qui a passé l'essentiel de sa vie en prison pour ses idées. Et puis le procès va reprendre finalement en 1596, hein, donc on est 3 ans dans lesquels il ne se passe pas grand-chose. Bruno est sommé d'abjurer, alors il fait semblant d'être d'accord, voilà, il prépare son abjuration, puis finalement il dit non, il n'abjure pas. Et donc là, on le menace de la torture, il est passé à la question stricte, comme on dit à l'époque, et il est à noter que le procès va être dirigé à partir de 1599 par un personnage qui est le cardinal Bellarmine, qui va se rendre célèbre 30 ans plus tard au procès de Galilée. C'est un spécialiste. Alors, c'est un personnage intéressant, Bellarmine, parce que Bellarmine n'est pas du tout un abruti. Bellarmine est un jésuite, c'est-à-dire et il est surtout quelqu'un qui connaît parfaitement les débats de cosmologie. Il a lu Copernic et sait quoi en faire. Donc Bellarmine va essayer d'obtenir l'abjuration de Bruno, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas d'abjuration. Bruno refuse totalement, et on va arriver progressivement vers la fin, c'est-à-dire que le 20 janvier 1600, le pape Clément VIII, alors Clément VIII, Bruno avait eu quelques espoirs dans la tolérance de Clément VIII. Mais le pape Clément VIII va ordonner que l'accusé soit considéré comme hérétique, et comme ça se fait dans ces occasions, l'Église n'exécute pas elle-même ses sentences, elle ne va pas se salir les mains, elle transfère au pouvoir séculier la tâche de faire brûler l'hérétique. Voilà. Alors le 8 février, Bruno va être convié dans les appartements du cardinal Madruzzi, et là on lui lit sa sentence.
Et Bruno écoute la sentence à genoux, comme il n'avait pas le choix de toute façon. Et puis après la sentence, il se lève et il prononce cette phrase restée célèbre. « Vous tremblez plus, vous qui prononcez de cette sentence, que moi qui vous écoute. » Et le 17 février, il va monter sur le bûcher qui est dressé au Campo dei Fiori. Et un observateur, qui est très hostile à Bruno, rapporte qu'au moment où on lui présente la figure du Christ, pour qu'il se repente une dernière fois avant que les flammes ne purifient définitivement son âme, eh bien, Bruno, dit cet observateur, refusa cette image du Sauveur avec un visage torve et méprisant. Voilà. C'est-à-dire, jusqu'au bout, Bruno refuse d'abjurer ses idées, et jusqu'au bout, il refuse toute concession à l'Église catholique. Et je crois que c'est ça qui fait la valeur de cette figure. Quand on a parlé de Bruno comme d'un saint laïque, eh bien voilà, c'est celui qui est martyr pour ses idées, martyr pour la liberté de la pensée. Alors, il y a d'autres procès à cette époque, mais le procès de Bruno est tout à fait significatif parce que, d'abord, on a, à la différence des autres procès, comme par exemple celui de Vanini, de Campanella, etc., qui sont des hérétiques qui méritent la considération, à la différence de ces hérétiques-là, Bruno est un homme qui a une pensée philosophique solide, construite, et dont le prolongement dans la pensée européenne va être assez considérable, bien que souvent ignoré, parce que nous les Français en particulier, nous ignorons les Italiens, et que l'Europe du Nord encore plus ignore les Italiens, alors que notre culture vient d'Italie, et que Bruno, comme Galilée, sont les pères de la pensée moderne. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, et je vais terminer cet exposé sur cette question. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Bruno n'abjure pas, alors que, apparemment, questionné sur les mêmes sujets, est-ce que le monde est infini, est-ce que la Terre se meut ou pas, etc., eh bien, 30 ans plus tard, Galilée va abjurer. Galilée, quand il est traîné dans les geôles de la Sainte Inquisition et qu'on commence à lui montrer les instruments de torture, se dit, bon, il est vieux aussi Galilée, hein, il a 75 ans à l'époque, donc il n'a aucune envie d'être torturé, et Galilée finit par abjurer. Et, en sortant, dit-on, de son procès, il a quand même tapé du pied sur le sol en disant « et pourtant elle tourne ». Alors que Bruno, lui, ne peut pas abjurer. Et je crois que la différence vient... Alors, il y a peut-être des différences de caractère. Hein. Galilée est un homme qui est... Galilée est un homme qui est habitué quand même à fréquenter les institutions. Il est enseignant, et puis même, il a le soutien de toute une partie de l'appareil de l'Église, hein, quand il est traîné en procès, en dépit de ce procès. Et puis, il aura le soutien, quand il va sortir de son procès, du grand-duc de Toscane. Donc Galilée est un homme établi, et puis sa principale préoccupation est purement scientifique. Voilà. Et donc au fond, que Galilée abjure, ça ne change rien au problème, puisque de toute façon, dans les 15 ans qui suivent, tout ce que l'Europe compte de savants va accepter les thèses de Galilée. Hein, avant même, enfin juste, Descartes avait rédigé un petit traité qui défendait la physique de Galilée, le traité du monde. Alors quand Descartes voit ce qu'il arrive à Galilée, Descartes prudemment met le traité dans un tiroir et attend des temps meilleurs. Mais c'est pour dire que les choses allaient très vite et que en France, en Allemagne, etc., tout le monde était convaincu que Galilée avait raison, alors Copernic a fait le travail avant. Alors que Bruno, c'est autre chose. Bruno, c'est une figure de rebelle. Hein, c'est pas du tout un homme installé. C'est une figure de rebelle. Et c'est quelqu'un qui pense que la défense de ses idées, parce que ce sont des idées philosophiques et pas simplement des idées scientifiques, la défense de ses idées, eh bien, vaut le coup éventuellement de se sacrifier. Hein, alors, c'est pas de bon cœur, hein, il a essayé de louvoyer tant qu'il a pu, mais finalement, ça vaut le coup de se sacrifier. Parce qu'au fond, s'il avait abjuré, il ne resterait rien de l'œuvre de Bruno. Et toute l'œuvre de Bruno, elle tient dans ce courage face à ses juges et dans sa capacité de défendre ses idées. De ce point de vue, il se rapproche de Socrate, dont on avait parlé la fois d'avant, parce que si Socrate avait accepté de se renier, avait accepté de marchander son procès, on n'aurait jamais pu parler de Socrate. Et peut-être la philosophie n'aurait pas existé. Et le fait que Bruno ait suivi cette voie socratique, de dire mes idées, ma pensée, la philosophie vaut mieux que
les avatars qu'on peut subir dans ce monde, eh bien c'est ça qui fait de Bruno cette figure importante et celui qui va souterrainement influencer toute la philosophie, qu'il s'agisse de Spinoza et Leibniz pour les plus proches, mais qui va aussi être pris dans la philosophie italienne du 19e siècle et puis dans la philosophie allemande. Voilà, c'est donc un personnage qui va jouer un rôle très important, mais parce qu'il a été courageux. S'il n'avait pas été courageux, on aurait oublié les œuvres de Bruno. Plus personne ne lirait le Dîner des cendres ou l'expulsion de la bête triomphante, ou peut-être simplement des curieux de la littérature de la Renaissance. Mais là, c'est autre chose, c'est quelque chose qui nous parle encore et pour lequel nous avons à prendre la mesure de ce que ce philosophe nous a apporté par son courage, justement. Voilà.